Maman, la table est déjà pleine. Tu peux aller là-bas. Le McDonald's te conviendrait mieux. La voix de ma belle-fille glissa, légère comme une lame bien aiguisée. Elle sourit et repoussa le menu vers le serveur. Je restais figée au milieu du Pinson Doré, le restaurant le plus chic de la ville, où mon fils aîné fêtait sa promotion. Le tintement des couverts sur les assiettes s'éteignit. Les lumières chaudes du restaurant captèrent le verre de vin dans sa main, scintillant comme une insulte. Je ris. Un son sec, profond, comme si on retirait la goupille d'une grenade. Je passais devant eux, me dirigeant droit vers le pupitre de l'accueil et parlais assez fort pour que tout le monde entende. « Appelez-moi le directeur. Dites-lui qu'Iris Caldwell est ici pour réclamer la table du propriétaire. » Quand Elliot, le directeur du restaurant, se précipita et posa sa main sur mon épaule, toute la salle se tourna. Elle n'avait aucune idée que chaque verre de vin servi ici finissait directement dans ma poche. Et ce soir, je verserai le reste sur sa tête. Si vous écoutez toujours, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Iris Caldwell, 70 ans, vivant dans la banlieue de Bordeaux. J'ai travaillé toute ma vie, les mains gercées, passant de femme de chambre dans un motel de bord de route à directrice d'entrepôt pour une chaîne de supermarchés. Je croyais que l'amour d'une mère pouvait panser n'importe quelle blessure, que si je me sacrifiais assez, les enfants comprendraient. Mais la vie n'est pas un conte de fées. J'ai perdu mon mari tôt, j'ai perdu ma jeunesse à cause des quarts de nuit, et à la fin, j'ai perdu le respect des enfants que j'avais élevés. Les gens voyaient une vieille femme maigre avec des chaussures usées, mais ils ne savaient pas que sous cette peau ridée se cachait une femme qui avait survécu grâce à son courage, son intelligence et un secret assez grand pour racheter ma dignité. Je me souviens encore du moment où le regard de ma belle-fille Audrey est passé de triomphant à figé. Elle était assise là, dans une pièce scintillante de la lueur des bougies, son sourire coincé à mi-chemin sur ses lèvres rouges. À côté d'elle, mon aîné, Grégoire, s'éclaircit la gorge. Il regardait autour de lui, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper, sa main blanchir autour du verre de vin. Près d'eux se trouvait Martin, mon fils cadet, la tête baissée comme s'il voulait disparaître, et sa petite amie Tessa, jetant des regards furtifs, ne sachant où se placer dans la tempête, sur le point d'éclater. Je suis allée directement vers Elliot, un homme en costume noir, les yeux brillants derrière ses lunettes. Il s'inclina légèrement, son sourire familier et respectueux en place. « Madame Caldwell, » dit-il, « c'est un plaisir de vous voir. Votre table est prête. » La pièce devint silencieuse. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux sur moi, mi-surpris, mi-incrédule. J'inclinai la tête et souris. « Bien, je pense que je vais m'asseoir à la table centrale ce soir. La lumière y est à meilleure. » Elliot hocha immédiatement la tête. « Oui, madame, propriétaire. » Ce mot, propriétaire, tomba dans l'air comme une pierre dans un étang calme. J'entendis les chuchotements se propager. Grégoire fixa Elliot, puis moi, comme s'il venait de réaliser que la mère qu'il avait toujours considérée comme une pauvre vieille femme était quelqu'un de complètement différent. « Propriétaire ?» répéta Audrey, sa voix tremblante, les yeux rivés sur moi. Je répondis avec un sourire calme. « Oh, vous ne le saviez probablement pas. Ce restaurant appartient au groupe Caldwell et j'en suis l'actionnaire majoritaire. » Je fis une pause, la regardant droit dans les yeux. « Alors, si je veux une place ici, croyez-moi, personne n'osera dire non. » Elliot me conduisit à la plus grande table de la salle, nappe blanche, la lueur des bougies se reflétant sur le cristal. Je m'assis lentement et posai mon sac à main en cuir sur la table. Quand le serveur versa le vin,
Je me tournai et souris en direction de la table de mon fils. « S'il vous plaît, envoyez une bouteille de Château Margaux 2010 à la table là-bas, » dis-je. Considérez cela comme un cadeau pour marquer cette soirée familiale mémorable. Le serveur hocha la tête et je vis la couleur quitter les joues d'Audrey. Tout le restaurant devint silencieux comme une tombe, avec seulement un jazz doux flottant dans un air si tendu qu'il aurait pu se rompre. Grégoire se leva, tira sa chaise et s'avança vers moi. Il essaya de baisser la voix, mais j'entendis chaque mot. « Maman, dit-il, qu'est-ce que tu fais? Les gens regardent. » Je levai les yeux, mon calme si constant qu'il le déséquilibra. « Tout va bien, mon chéri, dis-je. Ils apprennent juste une petite leçon. Ne jamais sous-estimer la personne qui vous a appris à vous tenir droit. » Il serra les lèvres et jeta un coup d'œil à sa femme. Audrey se mordit la lèvre, forçant un sourire, mais je vis ses mains trembler. Martin était pétrifié, et Tessa inclina seulement la tête, les yeux pleins de sympathie. Que ce soit pour moi ou pour eux, je ne saurais le dire. Quand les entrées arrivèrent, je jetai un coup d'œil à Elliot et fis un petit signe de tête. Il comprit, faisant signe au personnel d'installer 2 tables d'appoint près de moi. J'ouvris mon sac et sortis mon téléphone et une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des dossiers d'investissement, des papiers juridiques, des contrats de propriété, tout ce qui prouvait que cette pauvre femme de ménage avait discrètement acheté le Pinson Doré il y a 15 ans. Je n'avais pas prévu de l'étaler, mais ce soir était différent. Ce soir, je voulais qu'ils voient que la femme qu'ils avaient méprisée n'avait plus besoin de leur approbation. Je tapotai légèrement du doigt sur la table, donnant le signal à Elliot. Il s'approcha de la table de Grégoire et parla assez fort pour être entendu. « Monsieur Grégoire, selon les instructions de Madame Caldwell, l'addition de ce soir sera entièrement prise en charge par la maison. Félicitations pour votre promotion dans cet établissement appartenant à votre famille. » Quelques rires étouffés s'élevèrent des tables voisines. Je ne me retournai pas. Je levai simplement mon verre, l'effleurai de mes lèvres et dis assez bas pour qu'Elliot entende. « Belle entrée en matière. » Il inclina la tête. « Voulez-vous que je prépare les documents ?» Je hochai la tête. « Faites-leur savoir que ce soir, il y a un plat principal, et c'est la vérité. » Je regardais autour de moi dans la salle. Des hommes en costume, des femmes en robe de soie, la lumière glissant à travers leurs verres de vin. Tout cela m'était si familier parce que j'avais choisi chaque détail avec Elliot lorsque nous avions conçu cet endroit. Le bois sombre, le jazz, l'éclairage qui flatte sans ostentation. Seulement, ce soir, j'étais à la bonne place, et eux, non. Je regardais Audrey essayer de paraître composée, prenant une gorgée de vin, mais sa main tremblait tellement que quelques gouttes rouges tachèrent la nappe. Grégoire se pencha, lui murmura quelque chose, et ils se levèrent, tous les deux, prêts à partir. « Je ne pense pas que nous ayons terminé, mon fils, » dis-je, la voix basse mais claire. « Tu m'as invité ici, et maintenant tu prévois de quitter un dîner dans le restaurant qui appartient à ta propre mère. C'est impoli. » Grégoire s'arrêta et se retourna, le visage rouge. Je vis ses yeux osciller entre la colère et la honte. « Tu n'as pas besoin de faire une scène, maman, » murmura-t-il. « On peut parler en privé. »« Non, » dis-je. « Tu as choisi de m'humilier en public, alors je choisis la vérité comme témoin. » Personne ne dit un mot de plus. Audrey baissa les yeux, les poings serrés sur les lanières de son sac à main. Martin regardait de moi à son frère, voulant clairement parler, mais manquant de courage. Je les regardais tous les trois, les enfants pour qui j'avais veillé des nuits, couvrant chaque repas, chaque frais de scolarité, chaque facture médicale. Et je vis quelque chose de douloureux, mais de limpide. L'amour inconditionnel les avait transformés en ingrats. Elliot revint et me tendit une autre enveloppe. À l'intérieur se trouvait le rapport trimestriel du groupe Caldwell
et la liste des actions dans d'autres propriétés, des hôtels, des cafés, même les bâtiments qu'il louait. Je posai l'enveloppe sur la table et mis ma main dessus. « Elliot, dis-je, je pense qu'il est temps. Prépare les dossiers. Je veux annoncer la propriété à la presse, ici même, à cette table. » Il s'inclina. « Oui, Madame Caldwell. » Je regardai de nouveau mes fils, pris une dernière gorgée de vin. « Je ne suis pas venu ici pour dîner, » dis-je calmement. « Je suis venu pour récupérer la dignité que vous m'avez prise. » La pièce sembla se figer. Audrey leva les yeux, humides. Mais avant qu'elle ne puisse parler, je posai mon verre et souris légèrement. « Maintenant, » dis-je, voyons qui n'a vraiment pas sa place ici. Cette nuit-là, en sortant du pinson doré, je savais une chose avec certitude. Le rôle de la douce mère était terminé. Le rideau était tombé, et l'acte 2 de ma vie, celui de la justice, ne faisait que commencer. Je suis née dans une petite ville près de Bordeaux, où les étés sentent le sel et la sève de pin. Ma vie, pour faire simple, est une suite d'années portées par des mains gercées et une croyance tenace que l'endurance est le seul moyen d'être aimé. Je me suis mariée à 27 ans avec Henry Caldwell, un mécanicien silencieux qui m'aimait d'un amour simple et solide. Nous n'avions pas grand-chose, mais assez pour croire que le bonheur pouvait se construire si nous travaillions dur. Puis, un matin de mars, il est parti réparer une voiture pour un ami et n'est jamais revenu. Un accident sur la nationale. Et en quelques minutes, je suis devenue veuve à 33 ans avec 2 enfants. Grégoire avait 8 ans, Martin en avait 5. Pas d'assurance, pas d'économie, juste 2 enfants et une maison de location nichée entre de vieux entrepôts. Je me souviens du premier jour où j'ai frappé aux portes pour du travail. Les gens me regardaient, une petite femme au visage encore gonflé par les larmes, et disait « Nous avons juste besoin d'une femme de chambre, pas de diplôme requis. » J'ai hoché la tête. C'était mon premier emploi, et celui qui a façonné toute ma vie. Femme de ménage, dans un motel en bord de route, où le grondement des semi-remorques rythmait les nuits blanches de ceux qui n'avaient ni pas d'autre choix. J'ai fait ça pendant 25 ans. 25 ans à respirer de l'eau de Javel, à me pencher sur des sols carrelés froids, à laver des draps imprégnés de la sueur d'inconnus. En hiver, mes mains se gerçaient à cause des produits chimiques. En été, mon dos me faisait si mal que je devais retenir ma respiration, juste pour me pencher et ramasser une pièce de 10 centimes. Mais je ne me plaignais pas. Chaque matin, je me levais à 5 heures, préparais du café instantané, mettais des céréales pour les enfants et demandais à une voisine de surveiller Martin. Le soir, je rentrais, préparais le dîner le plus simple, écoutais les histoires d'école de Grégoire et endormais Martin avec des contes usés sur le père dont il se souvenait à peine. Je me croyais forte jusqu'au jour où ma mère a eu un accident vasculaire cérébral. L'hôpital a exigé une caution de 5 000 € et je n'en avais que 600. J'ai appelé tout le monde, les paroisses, les petits boulots, les amis, mais personne n'avait cette somme. Le temps que je rassemble l'argent, elle était partie. Je me souviens être assise dans le couloir de l'hôpital, la facture tremblant dans ma main et me jurant « À partir de maintenant, l'argent ne décidera plus jamais de ma dignité. » Après cela, j'ai commencé à prêter attention aux chiffres. Au motel, il y avait un client de longue date, Samuel Lebrun, un comptable à la retraite. Il s'asseyait et lisait des grands livres, marmonnant des notes fiscales, comme s'il se parlait à lui-même. J'ai appris quelques trucs. J'ai posé des questions. Il a ri. « Vous voulez apprendre ? Asseyez-vous. » Alors, chaque soir après avoir fini les chambres, je m'asseyais avec lui et j'apprenais à enregistrer les dépenses, à calculer les profits et à lire un bilan de base. C'était la première fois que je voyais le monde à travers les chiffres,
pas seulement la sueur. J'ai commencé à tenir mes propres comptes. Chaque pourboire, chaque euro que je gagnais, avait une ligne dans un petit carnet en cuir craquelé. Je notais combien de chambres je nettoyais, combien je dépensais pour les enfants, et je gardais toujours une petite colonne appelée Avenir. Au début, c'était quelques euros par mois, puis quelques dizaines, puis quelques centaines. Quand la somme a été suffisante, je l'ai investie dans des obligations municipales. Sûrs, à faible risque, lents, mais réguliers. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes enfants. Un soir, alors que j'essuyais le comptoir de la réception, un homme un peu plus jeune que moi est entré, Elliot Park. Il louait un local pour un petit café de nuit qui allait bientôt ouvrir. Il a demandé « Vous voulez prendre un service de nettoyage de nuit ? J'ai besoin d'aide. » J'ai dit oui, non pas pour l'argent, mais par curiosité. Son café restait ouvert toute la nuit pour les routiers, les étudiants et les insomniaques comme moi. Elliot était gentil, reconnaissant, et me laissait parfois essayer de tirer des expressos. Quand le café a commencé à avoir une clientèle régulière, j'ai eu le courage de dire « Si vous voulez ouvrir un autre emplacement, j'ai une petite épargne. » Il a souri et a demandé combien. J'ai dit un chiffre si petit qu'il a cru que je plaisantais, mais il l'a pris. 3 ans plus tard, le café a fait des bénéfices et je suis devenue sa première actionnaire extérieure. Ce fut mon premier tournant. Puis, la récession est arrivée. Une série de petits restaurants ont fait faillite. Les gens ont fui, abandonnant le matériel, les baux, les licences. Je me souviens d'Elliot disant « Les gens intelligents ont peur. Les têtus finissent riches. » Je ne sais pas si j'étais intelligente, mais j'étais têtue. J'ai utilisé mes économies pour ramasser ce que les autres craignaient. De vieilles cuisines, des bars délabrés, de mauvais baux dans des emplacements moyens. Je les ai réparés, sous-loués ou vendus quand les choses se sont améliorées. Petit à petit, avec prudence et patience, c'est devenu quelque chose de plus grand. Elliot a dit « Tu devrais créer une société. » J'ai secoué la tête. « Je ne suis qu'une femme de ménage. » Il a ri. « Alors, laisse-les penser ça. » Et c'est ainsi qu'est né le groupe Caldwell, une société écran avec moi comme actionnaire majoritaire et Elliot comme opérateur public. J'ai continué à travailler au motel, portant toujours l'uniforme bleu délavé, nettoyant toujours les chambres et acceptant les pourboires comme toujours. Mais dans mon grand livre, les chiffres racontaient une autre histoire. Je me souviens encore de la signature de mon premier contrat pour acquérir une petite propriété. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû tenir le stylo à 2 mains. Elliot a dit « Tu sais, quelqu'un peut posséder un immeuble entier et continuer à le nettoyer. La différence, c'est que maintenant, c'est toi qui décides qui nettoie avec toi. » J'ai ri. Personne au motel ne savait que la femme qui passait la serpillière possédait 2 cafés et une boulangerie rentable. Et pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à Grégoire et Martin. J'ai payé l'école privée à temps. J'ai acheté à Grégoire sa première voiture quand il est entré à l'université. J'ai aidé Martin avec la caution de son premier appartement. Je n'ai jamais rechigné à donner 1 euro. Jamais demandé de remboursement. Je voulais juste qu'ils aient ce que je n'avais jamais eu. Mais plus il grandissait, plus il s'éloignait. Quand Grégoire a commencé à sortir avec Audrey, une femme qui parlait comme si elle jugeait le monde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. La honte. Il ne voulait pas que je passe à son appartement. Il ne voulait pas que ses amis sachent que sa mère était femme de ménage. Une fois, quand je lui ai apporté des pâtisseries maison, il a regardé autour de lui et a dit doucement « Maman, la prochaine fois, tu peux juste les envoyer par la poste. » J'ai souri et hoché la tête. Les mots étaient un petit couteau, pas assez pour tuer, mais assez profond pour couper. Martin était plus doux, mais faible. Il ne s'opposait jamais à son frère,
Il était juste silencieusement d'accord. Je savais qu'il m'aimait, mais leur amour était mêlé d'embarras, comme si j'étais la preuve d'un passé qu'il voulait oublier. Je n'étais pas en colère. Je regardais simplement, jouais l'idiote, restais silencieuse et me souvenais. Quand le Pinson Doré a ouvert, un restaurant gastronomique européen dans lequel Elliot et moi avions investi, je portais toujours un tablier et vérifiais la poussière dans les coins. Elliot a demandé « Tu veux que ton nom soit public ?» J'ai secoué la tête. « Non, laisse-les penser que je fais partie du personnel. » Il a été surpris, mais je savais que le jour viendrait où cela me sauverait. J'ai gardé ce secret pendant 15 ans. Personne ne le savait. Personne n'avait besoin de le savoir. Je vivais simplement, j'allais au travail, je rentrais chez moi et je payais les frais de scolarité de mes petits-enfants. Parfois, en voyant Grégoire sortir d'une voiture de luxe, serrant la main de clients, ou Martin dans un costume élégant, je souriais, mi-fier, mi-regret. Ils avaient tout ce dont j'avais rêvé pour eux, mais avaient perdu la seule chose que je ne pouvais pas racheter, le respect pour leur mère. Alors, quand Audrey a dit ce soir-là que McDonald's me conviendrait mieux, je ne me suis pas mise en colère. J'ai juste senti que l'histoire avait atteint sa fin. Car dans le sac que je portais ce soir-là, avec mon portefeuille et mes clés, se trouvaient les titres de propriété du Pinson Doré. Et je savais qu'il était temps de les utiliser pour reprendre ce qu'ils avaient depuis longtemps oublié, la dignité d'une mère. Grégoire a épousé Audrey dans un éclat d'or automnal. Le mariage a eu lieu dans un club de golf chic. Chaque fleur sur les tables était importée d'Italie. La robe blanche coûtait presque autant que le petit appartement que je louais quand j'étais jeune veuve. Je me souviens être debout au dernier rang, vêtue d'une robe bleu clair bien repassée, tenant des marguerites sauvages. Quand je suis entrée dans la salle, une des amies d'Audrey m'a demandé si je travaillais là, parce que vous ressemblez plus au personnel qu'à une invitée. J'ai simplement souri. Grégoire ne l'a pas entendu. Et s'il l'avait fait, il aurait probablement juste froncé les sourcils et fait comme si ça ne le concernait pas. Audrey a grandi dans une famille de classe moyenne, s'efforçant de paraître de la classe supérieure. Son père était professeur, sa mère employée de bureau. Mais il vivait plus de réputation que de réalité. Dès la première fois qu'elle est entrée chez moi, elle l'a montré, les yeux balayants, des commentaires qui sonnaient comme des suggestions, mais qui étaient en réalité des critiques enveloppées de soie. « Votre maison est un peu vieille, mais confortable », a-t-elle dit, ses doigts effleurant la peinture écaillée sur le cadre de la porte. J'ai répondu « Vieille, c'est le mot. J'ai dépensé l'argent pour les frais de scolarité des enfants. » Elle a souri, mais ses yeux étaient froids comme de l'acier. Martin, mon cadet, était le contraire de son frère. Gentil, un peu maladroit et évitant toujours les conflits. Sa petite amie, Tessa Brooks, une professeure de musique à la voix douce comme un vent de printemps, inclinait toujours la tête pour saluer. J'aimais bien Tessa. Dans ses yeux, je voyais encore quelque chose que je ne trouvais plus chez beaucoup de jeunes. La sincérité. Mais Tessa avait peur d'Audrey. Chaque fois que la famille se réunissait, elle était assise sur le bord d'une chaise, souriant avec raideur, comme si un mot de travers pouvait la faire chasser de la table. Je sais à quel point la ligne est mince entre l'aide et la dépendance. Toute ma vie, je n'ai voulu que le bien de mes enfants. Mais plus je donnais, plus ils me traitaient comme une source inépuisable, pas comme une personne. Quand j'ai envoyé de l'argent pour aider Martin à réparer sa voiture, il a cessé de dire merci. Quand j'ai couvert une partie de la compte de l'appartement de Grégoire et Audrey, ils ont dit « Tu es si généreuse », comme si j'avais simplement rempli une obligation et non offert de l'amour,
Puis, un jour, ils ont dit que je devrais me reposer. La façon dont ils l'ont dit était douce. Le sens était lourd comme une pierre. « Maman, Audrey et moi avons réfléchi, » a dit Grégoire un dimanche après-midi. « Cette maison est trop grande pour toi. Tu es seule. Personne pour t'aider. Nous voulons juste que tu sois plus en sécurité, » ajouta Audrey, la voix onctueuse comme du beurre. « Il y a une nouvelle résidence pour seniors. Très bien. Cuisine commune, personnel de ménage, tu n'aurais plus à te fatiguer. » Je suis restée assise, remuant mon thé. Dans ma poitrine, les mots qu'ils utilisaient piquaient comme de minuscules aiguilles. Trop grande. Seule. Plus en sécurité. Cuisine commune. Autant de façons différentes de dire la même chose. Vous nous faites honte. J'ai demandé lentement. De quoi avez-vous le plus peur? Que je tombe dans les escaliers? Ou que j'entre à votre fête dans une tenue qui ne correspond pas au tapis rouge? Audrey a esquissé un mince sourire, a jeté un coup d'œil à Grégoire, puis a dit « S'il te plaît, ne le prends pas mal. Nous ne pensons qu'à toi. » J'ai hoché la tête. « D'accord, je comprends. » Je n'ai pas discuté. Je voulais juste voir ce qu'il ferait quand j'arrêterais de donner. La semaine suivante, j'ai perdu mon emploi. En vérité, j'ai démissionné exprès, utilisant les licenciements comme excuse. Je ne l'ai dit à personne. Je voulais faire un simple test. Quand ils penseront que je n'ai plus de revenus, comment réagiront-ils? Une semaine s'est écoulée. Personne n'a demandé si j'allais bien. Le 8e jour, Grégoire a envoyé un texto. « Maman, j'ai trouvé quelques endroits super près de chez nous. Très propres, des résidences-services, personnel amical. Je t'envoie les liens. Tu auras des amis de ton âge, moins seul. » Je l'ai lu et j'ai souri tristement. Juste après, est arrivé le texto d'Audrey. « Maman, je sais que tu aimes cuisiner, et ils ont une cuisine commune là-bas. Tu pourras préparer tes plats préférés pour tout le monde. Ce style de vie te correspond vraiment. » 1 minute plus tard, Martin a appelé. Sa voix était faible, comme s'il avait peur de ce qu'il disait. « Maman, je pense qu'il a raison. Tu vis seule, on s'inquiète. Ils ont des aides-soignants là-bas et on se sentirait mieux. » Je n'étais pas en colère contre Martin. Il est juste faible. J'étais en colère contre l'indifférence qui imprégnait leur façon de parler. Pas une seule personne n'a demandé « Est-ce que tu le veux ?» Tout ce que j'ai entendu, c'est « Nous pensons que… » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la salle à manger, fixant 2 chaises vides. L'une était celle d'Henri. L'autre était celle de Grégoire, quand il était petit. Je me suis souvenu de mon fils de 10 ans m'appelant encore « maman », me tenant la main sur le chemin de l'école. Je me suis souvenu de Martin, toujours effrayé par le noir, ayant besoin de dormir dans mes bras. Où étaient passés ses enfants? Qui leur avait appris que la commodité comptait plus que la famille et que la femme qui leur avait donné la vie pouvait être mise de côté? Mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Tessa. « Madame Iris, je suis désolée. Je n'aurais pas dû me taire quand ils ont dit ces choses. Je sais qu'ils n'avaient pas de bonnes intentions. Je ne savais juste pas quoi faire. » J'ai regardé les mots tremblants et pendant un instant, j'ai revu cette jeune femme avec un sourire doux et des yeux impuissants. Je n'en voulais pas à Tessa. Au moins, elle avait encore un cœur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Quand Grégoire a rappelé pour discuter des détails de la résidence pour seniors, j'ai laissé l'enregistreur tourner. Quand Audrey a envoyé d'autres liens, des endroits moins chers, mais quand même propres, je les ai sauvegardés aussi. Je ne savais pas exactement comment j'utiliserais ces preuves, mais mon instinct me disait « garde-les ». Le lendemain, Martin est passé avec une corbeille de fruits. Il a essayé d'agir joyeusement, mais son regard fuyait sans cesse. « Maman,
Je sais que tu es contrarié, mais j'y ai pensé, et il a raison. Vivre seul n'est pas bon pour ta santé. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai posé une question. As-tu déjà pensé à ton propre fils, te disant ça un jour? Il a baissé la tête. Pas de réponse. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et réécouté chaque enregistrement. La voix de Grégoire, lisse et confiante, comme dans une salle de conseil. Celle d'Audrey, douce mais froide. Celle de Martin, timide, craintive. J'ai écouté encore et encore jusqu'à ce que mes larmes sèchent. Puis j'ai fermé l'ordinateur et j'ai écrit une ligne sur un petit bout de papier. Si vous choisissez de vendre votre mère à bas prix, je vous réévaluerai. J'ai plié la note et je l'ai glissée dans le carnet où je notais chaque pourboire. Tout comme lorsque j'ai reconstruit ma vie après avoir tout perdu, je savais qu'il était temps de commencer un autre plan. Mais cette fois, non pas pour gagner de l'argent, mais pour reprendre ma propre valeur. Dehors, la lumière d'un lampadaire baignait les avant-toits de longues bandes de lueur pâle. Je suis restée assise, les mains enroulées autour d'une tasse de thé froide, sentant quelque chose se former tranquillement en moi. Une résolution dure et nette, non pas d'une mère faible, mais d'une femme qui comprend enfin que la gentillesse n'a de valeur que lorsque les gens la respectent. L'air à l'intérieur du pinson doré ce soir-là était épais, comme un brouillard avant une tempête. La musique de fond s'est arrêtée. Seules les cuillères tapaient doucement contre les verres à vin et les respirations se faisaient par petites vagues courtes. J'étais assise à la grande table au centre, sous le lustre de cristal où la lumière tombait et donnait à ma peau un éclat calme et froid. Elliot, le directeur du restaurant et mon partenaire depuis 15 ans, a tout de suite compris. Il a fait signe au personnel de sortir le service de verres à vin rares de la cave privée, le genre que le restaurant n'ouvre que sur demande de la propriétaire. Le sommelier s'est incliné et a demandé « Madame Caldwell, que désirez-vous » J'ai levé les yeux, la voix assurée. « Ouvrez le château Laffitte 2005. Je pense que ce soir le mérite. » La salle frissonna. Quelques convives murmurèrent. Ils savaient que cette bouteille était réservée aux investisseurs, aux personnes sur une liste interne, une liste que mon fils n'avait certainement jamais vue. Elliot a fait un petit signe de tête et quelques minutes plus tard, le bouchon a sauté comme le premier coup de pistolet d'une course. J'ai levé mon verre et j'ai regardé vers l'autre table. Grégoire et Audrey, figés comme des statues. La tête de Martin était baissée. Tessa tenait doucement sa main, les yeux inquiets. J'ai esquissé un mince sourire et j'ai levé mon verre vers eux. Un amuse-bouche de la part du groupe Caldwell, ai-je dit clairement, m'assurant que ceux qui nous entouraient pouvaient entendre. Le serveur a hoché la tête, puis a placé une assiette de tartare de saumon à leur table avec une explication silencieuse. Un cadeau de la propriétaire du restaurant, Madame Iris Caldwell. Grégoire était abasourdi. J'ai vu son regard vaciller. Puis, il a tenté un sourire forcé, comme si c'était une blague. « Maman, tu es actionnaire ici ?» a-t-il demandé, la voix rauque. J'ai posé mon verre et j'ai répondu lentement. « Non, mon fils. Je suis la propriétaire. » Leur table est devenue silencieuse. Audrey a levé les yeux, sa voix s'est brisée, son sang-froid avait disparu. « Où as-tu trouvé l'argent ?» Je me suis penchée en avant pour que la lumière frappe mon visage et j'ai parlé doucement, mais avec une voix d'acier. De toutes ces heures que j'ai passées à laver des sols pendant que tu cachais ton visage si tu me voyais dans la rue. Des pourboires que j'ai économisés au lieu d'acheter de nouveaux vêtements, de la sueur, en ravalant ma fierté, et de la croyance stupide que l'amour vous empêcherait d'oublier d'où vous venez. Martin a laissé tomber son couteau. Le métal a résonné durement dans la pièce stupéfaite. Tessa, surprise, a ensuite posé sa main sur la sienne. Un petit geste rempli d'inquiétude
et d'une sorte de pitié que je n'avais pas ressentie de la part de quiconque dans notre famille depuis des années. Je me suis tournée vers Elliot et j'ai chuchoté. « Il est temps !» Il a hoché la tête et s'est dirigé vers la porte, où attendaient 2 journalistes gastronomiques. Les rumeurs sur le propriétaire anonyme du Pinson Doré circulaient dans les cercles de la restauration depuis des années, mais personne ne l'avait jamais vu. Maintenant, alors qu'Elliot les faisait entrer et que les flashs des appareils photo crépitaient, tous les yeux de la salle se sont fixés sur moi. « Madame Caldwell !» s'est approchée la journaliste, la voix tremblante d'excitation. « Êtes-vous la fondatrice du groupe Caldwell ?» J'ai hoché la tête. Je ne suis qu'une femme de ménage qui croyait que de bons repas pouvaient sauver les gens de leur lassitude. Il s'avère que je pouvais cuisiner plus que le dîner. Je pouvais cuisiner mon propre avenir. J'ai sorti une enveloppe de mon sac, je l'ai ouverte et j'ai étalé des photocopies de documents de propriété sur la table. Accords d'achat d'actions, baux, enregistrements fiscaux. Les flashs continuaient de crépiter. Elliot se tenait derrière moi, silencieux et solide comme un mur. Grégoire a essayé d'intervenir, mais sa voix s'est étranglée. « Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» J'ai croisé son regard. Parce que je voulais savoir si un jour, il ne me restait plus que ces vieilles mains, si tu penserais encore que je méritais une place à ta table. J'ai fait une pause, puis j'ai dit chaque mot, propre et clair. Maintenant, je connais la réponse. Audrey s'est détournée, le visage rouge, la bouche bougeant sans un son. Elle s'est tamponnée les lèvres avec une serviette, sa main tremblant si fort qu'elle a renversé son verre d'eau. Il s'est répandu sur la table en une longue traînée, comme la trace de quelque chose qui s'effondre. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait signe à Elliot pour plus de documents. Il a posé un dossier de couleur crème, noué d'un ruban rouge, sur la table. Je me suis tournée vers les journalistes et j'ai souri. Voici la liste des propriétés que je possède dans cette ville. 4 cafés, 2 restaurants et l'immeuble de bureau qui abrite la banque où travaille mon fils. Sa succursale y loue des locaux. Si cet article est publié, les lecteurs apprécieront peut-être de savoir que parfois, la personne qui passe la serpillière est celle qui possède le sol sur lequel vous vous tenez. Des chuchotements se sont élevés dans la salle. Un homme d'âge mûr à une table voisine s'est penché vers sa femme. « C'est un conte de fées, mais à l'envers ?» ai-je entendu, et j'ai souri. « C'est exact », ai-je dit assez fort pour toute la salle. Sauf que, dans cette histoire, Cendrillon n'épouse pas le prince. Elle achète le château. Des rires étouffés, quelques applaudissements dans un coin. Elliot, derrière moi, a fait un léger signe de tête. Il comprenait. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconquérir l'honneur. Grégoire a baissé la tête, la voix tendue. « Maman, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien besoin de dire, Grégoire. » ai-je répondu. Certaines excuses ne comptent que lorsqu'elles sont suivies d'actes, et je suis sur le point de te donner une chance d'agir. La soirée s'est poursuivie dans un silence gêné. Les journalistes sont partis. Le personnel a continué à servir. Mais il y avait un nouveau respect silencieux sur leurs visages. Quand le dessert est arrivé, une mousse au chocolat que j'avais autrefois aidé à développer, j'ai regardé Grégoire et j'ai dit lentement « Tu sais, le dessert est toujours la partie la plus attendue d'un repas parce que c'est sucré, n'est-ce pas? Mais ce soir, le nôtre est différent. » J'ai posé ma cuillère et j'ai incliné la tête. Le dessert de ce soir, c'est la conséquence. Je n'ai pas élevé la voix, mais chaque mot est tombé comme une cloche, frappant le silence de toute ma vie. Tout le monde atteint une limite, puis il est temps de se lever. J'ai juste choisi de le faire sous des lumières de cristal. Et vous? Avez-vous déjà eu un moment comme celui-ci?
Si oui, j'aimerais lire votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Personne n'a parlé. Grégoire s'est raidi. Audrey s'est mordu la lèvre. Martin était assis, figé. Tessa a baissé la tête et a serré la main de son petit ami. Je me suis tournée vers Elliot. Il est temps de déclencher la phase 1. Ai-je dit doucement, comme un ordre. Elliot a sorti son téléphone et a tapé quelques messages rapides. Je savais que ce simple geste reposait sur des mois de préparation. Des papiers de transfert, des gels d'actifs sur des choses que j'avais garanties pour Grégoire et des clauses restrictives sur la marque Caldwell. Grégoire ne comprenait toujours pas. Il a levé les yeux, forçant un rire. « Maman, tu nous menaces ?» J'ai répondu doucement. « Non, je reprends simplement ce qui est à moi. Comme toi qui débarrasses les assiettes après avoir fait la vaisselle, je fais juste le ménage dans ma vie. » Quelques clients sont partis, mais la plupart sont restés. Quelque chose dans l'air les empêchait de manquer ça. Ils assistaient à une vraie pièce de théâtre où le costume de la gentille mère tombait et la femme qu'ils avaient sous-estimée montait sur la dernière scène de sa vie, la tête haute. Elliot est revenu et a murmuré. « C'est fait, Madame Caldwell. Tout a été déplacé. » J'ai souri et j'ai pris la dernière gorgée de vin. Le chêne s'épanouissant sur mon palais, le goût de la victoire. Pas bruyant, mais profond et durable. Avant de partir, j'ai posé l'addition sur la table de mon fils. En haut, j'ai écrit une ligne à l'encre noire. L'amour n'a pas de prix, mais le respect en a un. À partir de maintenant, c'est moi qui fixerai la valeur de chacun. Je me suis levée, la pièce était absolument silencieuse, seuls mes talons claquaient sur le parquet. Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai entendu Elliot dire au personnel « Notez dans le registre. Ce soir, la véritable propriétaire du pinson doré est apparue. » Dehors, un vent léger soufflait dans la rue, emportant une odeur de vin et de bois carbonisé. J'ai pris une longue inspiration. La douleur dans ma poitrine avait disparu, remplacée par une fierté tranquille. Cette nuit-là, je n'étais pas la mère chassée de la table. J'étais la femme qui s'était rassise et avait renversé toute la table. 3 jours après la nuit au pinson doré, la ville s'est réveillée avec un titre que personne n'attendait. Un fils met sa mère à la porte d'un restaurant. Il s'avère que c'est son restaurant. C'était partout, des nouvelles locales du matin aux fils d'actualités sociaux dont je ne m'étais jamais soucié. Une photo de moi sous le lustre, un verre de vin à la main, les yeux calmes face à Grégoire et Audrey, s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens en ont parlé, ont fait des mèmes et ont surnommé mon histoire la propriétaire cachée, la maman millionnaire, méprisée par son fils, ou simplement Madame Iris est la leçon pour les ingrats. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le public faire ce qu'il fait. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas la portée, mais la réaction. Des milliers de commentaires. J'aimerais que ma mère soit vivante pour que je puisse lui dire merci. Ça devrait être montré en cours de morale. Personne n'a le droit de faire de sa mère un fardeau. Et bien sûr, certains ont dit que j'étais allée trop loin. Elle doit être amère. Qui connaît la vérité? Peut-être qu'elle a tout mis en scène pour se venger. Je n'avais pas besoin qu'il soit de mon côté. J'avais juste besoin que la vérité soit établie. 2 semaines plus tard, une alerte d'information est apparue. NCS Capital suspend le directeur de succursale Grégoire Caldwell dans l'attente d'une enquête éthique. Je n'étais pas surprise. Les banques détestent les scandales, surtout tout ce qui ressemble à de la maltraitance envers les personnes âgées. Des photos de Grégoire en costume, la main sur le visage en sortant du bâtiment, ont inondé les médias. On disait qu'il avait perdu son pouvoir de décision. Ses comptes professionnels étaient bloqués.
Un blog financier a même demandé « S'il ne respecte pas la personne qui lui a donné la vie, comment peut-on lui faire confiance avec l'argent des autres ?» Audrey a chuté à sa manière. Le club de femmes d'élite où elle était vice-présidente a annulé son adhésion pour avoir nui à l'image de l'organisation. Ses amies, celles qui trinquaient à son goût et à sa classe, se sont tues. Quelques-unes ont envoyé de faux messages de sympathie, mais la plupart cherchaient juste des ragots. Elle s'est retirée des réseaux sociaux, supprimant un compte Instagram rempli de voyages et de soirées vins. Martin, le fils en qui je pensais qu'il restait un peu de lumière, a tenté de tout nier. Dans un texto privé, il a écrit « Maman, les gens ont mal compris. Je n'ai jamais voulu que tu quittes ta maison. Je ne sais juste pas comment dire les choses correctement. » Je l'ai lu, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les enregistrements, les journaux de messages et les emails que j'avais sauvegardés étaient tous là. Sa voix disant à son frère « Tu as raison. Si maman déménageait, on s'inquiéterait moins. » La preuve était claire. Quand je la lui ai renvoyée, j'ai ajouté une ligne. « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin que tu te souviennes que la prochaine fois, le silence a un prix. » Après le tumulte, j'ai commencé à fermer les vannes. Tout le soutien financier que j'avais discrètement fourni, les allocations mensuelles, les frais de scolarité de mes petits-enfants, le loyer de l'appartement, j'ai tout arrêté. Les virements automatiques vers la banque de Grégoire ont été annulés. La carte secondaire qu'Audrey utilisait pour ses achats événementiels a été gelée. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai laissé les notifications de cartes refusées faire le travail. J'ai demandé à Elliot de m'aider à auditer les dépenses de l'entreprise. De nombreux actifs qui avaient été temporairement au nom de mon fils, l'appartement en centre-ville, l'Audi que j'avais acheté pour qu'il puisse se déplacer facilement, appartenaient tous au groupe Caldwell. Elliot a demandé « Tu les veux en retour ?» J'ai dit « Non, je veux juste qu'ils sachent qu'ils n'ont jamais rien possédé. » Mais il y en a un que j'ai repris, le Penthouse de la rue de la République. Je l'avais acheté il y a plus de 10 ans au nom de l'entreprise pour éviter d'attirer l'attention. Je le louais pendant que je vivais dans ma vieille maison en banlieue. Maintenant, j'y ai emménagé, vivant selon mes moyens, sans me cacher, sans demander la permission. L'appartement est au 20e étage, avec des murs de verre donnant sur la Garonne. Cette première nuit, j'ai ouvert le balcon. Le vent s'est engouffré, sentant le sel. J'ai préparé du thé noir, je l'ai posé sur le comptoir en marbre, j'ai allumé la lampe dorée douce et j'ai regardé la ville. Dans ce silence, je n'étais pas seule. J'étais libre. Après 70 ans, je vivais enfin non pas pour être acceptée, mais pour m'accepter moi-même. Quand la nouvelle de mon déménagement s'est répandue, quelques grands médias ont demandé des interviews. Certains ont proposé des conversations exclusives, d'autres ont pitché un documentaire sur la femme qui a bâti un empire en silence. J'ai refusé la plupart. J'ai choisi une station locale, celle qui avait autrefois diffusé un reportage sur les résidences pour seniors à faible revenu, où j'avais fait un don anonyme. Je voulais parler aux téléspectateurs ordinaires, pas à la foule en quête de sensationnel. Nous avons filmé dans ma cuisine. Pas de script, pas de réalisateur. L'intervieweuse a demandé « Madame Caldwell, certains disent que vous vous vengez. » J'ai souri. « Non, je ne me venge pas. Je rends la justice. Dans les familles et dans la société, quand les gens traitent la gentillesse comme une obligation, ils oublient ce que signifie la gratitude. » Elle est restée silencieuse un moment, puis a demandé « Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à cesser de vous taire comme avant ?» J'ai regardé droit dans l'objectif. Le silence est un langage, mais quand il est utilisé pour vous écraser, il est temps de parler avec des actes. Le reportage a été diffusé un dimanche soir et a obtenu des millions de vues en 2 jours. J'y ai annoncé la Fondation Aurore Seconde, destinée à aider les personnes âgées
confrontés à des abus émotionnels ou financiers de la part de leur propre famille. Nous fournissons une aide juridique, un logement temporaire et un soutien émotionnel aux abandonnés. Elliot a accepté d'en être le directeur exécutif. J'en suis la marraine fondatrice. Quand ils ont demandé pourquoi ce nom, j'ai dit « Parce que pour beaucoup de gens, la vie n'a pas qu'un seul matin. Il peut y avoir une seconde aurore s'ils sont assez courageux pour ouvrir les yeux. » Après la diffusion, l'opinion publique s'est divisée. Certains ont loué, d'autres ont critiqué. Certains ont dit que j'étais inspirante, d'autres ont prétendu que je me mettais en avant, transformant la douleur en une plateforme. Lors d'une petite conférence de presse pour la Fondation, un jeune journaliste a demandé « Pensez-vous être allé trop loin en coûtant à vos propres enfants leur emploi et leur réputation ?» J'ai fait une pause, puis j'ai répondu, la voix basse et ferme. Il n'y a pas de trop loin quand cette même main a été piétinée. Je n'ai pas détruit leur vie. J'ai supprimé le privilège de vivre mal sans conséquence. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu quelques hochements de tête. Les limites, ai-je continué, sont la première leçon de l'amour. Si les gens n'apprennent pas cela, l'amour se transforme en une corde qui se resserre autour de votre cou. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cessé d'entendre leur voix dans ma tête. Plus de « McDonald's te conviendrait mieux ». Plus de regards détournés quand j'entrais dans une pièce. La ville restait bruyante. Les réseaux sociaux continuaient de produire de nouvelles histoires. Mais je savais que quelque part, quelques personnes âgées recevaient leur premier chèque de soutien de la Fondation. Je les imaginais ouvrir une fenêtre, laisser entrer la lumière du soleil et savoir qu'ils avaient encore un autre matin pour recommencer. Parfois, en fin de journée, je m'assois près de la vitre et je regarde les lumières scintiller sur l'eau et je pense « La vie est comme ce restaurant. N'importe qui peut choisir une place, mais seules les personnes qui comprennent la valeur du travail et du respect de soi ont le droit de commander pour elles-mêmes. Et moi, Iris Caldwell, j'ai enfin commandé le bon plat. La justice, pas la pitié. 1 mois après que les gros titres se soient calmés, j'ai envoyé des invitations à tous les 3. Grégoire, Audrey et Martin. Pas une invitation à dîner, pas un appel à une réunion de famille. C'était une convocation civile interne, une séance de travail avec les avocats des 2 parties dans une salle de conférence privée au 3e étage du Pinson Doré. Pas d'objectif de caméra, pas de public en ligne, juste 4 murs, quelques verres d'eau et un air aussi lourd qu'un verdict. Elliot était assis en bout de table à côté de moi, une pile de dossiers devant lui. En face de nous, Grégoire et Audrey étaient de bien habillés, mais le vernis avait disparu. Le costume de Grégoire n'avait plus l'air sur mesure. La robe d'Audrey semblait avoir été achetée à la hâte en solde. Martin était assis entre eux, la tête baissée. Quand ils sont entrés, je ne me suis pas levée. J'ai juste regardé l'heure. 10 heures précises. Merci d'être à l'heure. Ai-je dit d'un ton neutre. Nous sommes ici pour parler de dette. Grégoire a pris une inspiration. Maman, j'ai perdu mon travail. J'ai tout perdu. Qu'y a-t-il de plus à prendre? J'ai posé un dossier sur la table. Oh, beaucoup de choses. Voici le total de ce que j'ai investi en vous au cours des 20 dernières années. Frais de scolarité, mariage, acompte, voiture, voyage et ligne de crédit. Total. 1280 000 €. Je veux être remboursée. Audrey a ricané. Mais le sourire s'est éteint quand j'ai fait glisser une 2e feuille devant elle. Plus les intérêts composés à 4,5% par an. Le total à ce jour est de 1 790 000 €. Le silence s'est fait dans la pièce. Martin a bégayé. Maman, on ne peut absolument pas payer ça. J'ai hoché légèrement la tête. Exactement. C'est pourquoi vous rembourserez en honneur. Elliot a ouvert sa mallette, a sorti 3 contrats de travail et en a placé un devant chacun d'eux. Grégoire Caldwell, superviseur principal de l'entretien pour la division des bureaux du groupe Caldwell, 6 jours par semaine,
Équipe du matin, 18 € de l'heure. Audrey Caldwell, commis de cuisine du soir au Pinson doré. Plonge et préparation, 15 € de l'heure. Martin Caldwell, maintenance et réparation pour les propriétés locatives, temps plein, 17 € de l'heure. J'ai énoncé chaque mot lentement pour que personne ne puisse prétendre avoir mal entendu. Ces postes ne sont pas symboliques. Du vrai travail, un vrai salaire, des politiques standards comme pour tous les autres employés. Vous rendrez tous compte à vos responsables directs, pas à moi. Grégoire a rougi et a dégluti. Tu essaies de nous humilier? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Grégoire. Je vous offre des emplois, quelque chose que beaucoup de gens supplieraient d'avoir. Si tu te sens humilié, c'est ton amour-propre qui parle. Audrey a tapoté la table. Je ne peux pas croire que tu fasses ça. Vous pouvez refuser, l'ai-je coupé. Il suffit de signer le papier à côté, renonçant de manière permanente à tout héritage, y compris l'assurance vie que j'ai désignée. J'enverrai une copie à votre avocat. Personne n'a parlé. Martin gardait la tête baissée. Seul le stylo d'Eliott cliquetait doucement contre la table, son signal qu'il attendait. J'ai continué. Vous vivrez dans le complexe de logement pour travailleurs de notre système, dans le quartier Est. Chambres individuelles, beau au mois. Chaque mois, 70% de votre salaire sera déduit pour rembourser la dette. Si vous terminez 5 années complètes de travail continu, j'annulerai le reste. La bouche d'Audrey s'est ouverte. Ce complexe, c'est pour les ouvriers. C'est exact, ai-je dit, parce que je pense qu'il est temps que vous appreniez ce que signifie le travail. J'ai tourné ma chaise, ouvert mon ordinateur portable et projeté la clause finale sur l'écran. Engagement supplémentaire, renonciation permanente à tous les droits de succession sur les actifs, action ou distribution du groupe Caldwell, clause de non-dénigrement et aucune fausse déclaration concernant Iris Caldwell sur quelque plateforme que ce soit. Travail bénévole obligatoire au foyer des Pins Argentés, 2 séances par semaine, journaux de réflexion mensuels soumis au RH. Eliott a remis à chacun d'eux une copie imprimée. Si l'un de ces termes est violé, toutes les preuves antérieures, enregistrements, textos, images et documents de transfert, seront communiqués à la presse. Martin a levé les yeux, la voix rauque. « Maman, combien de temps vas-tu faire ça ?» Jusqu'à ce que vous compreniez que le respect n'est pas un héritage, ai-je dit. C'est un travail à plein temps. Audrey a baissé la tête, les épaules secouées. Les poings de Grégoire se sont serrés. Dans ses yeux, j'ai enfin vu ce que j'attendais depuis des années. Une véritable honte. Pas à cause de la perte de statut, mais en réalisant que son amour-propre n'avait jamais été construit sur quelque chose de réel. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste fait glisser la boîte à stylos vers eux. Eliott a regardé l'heure et a dit « Vous avez 30 minutes pour signer. Sinon, nous passons à la phase 2. » Le temps s'est étiré. Le système de ventilation bourdonnait au-dessus de nos têtes. L'odeur de tonné frais flottait dans la pièce. Tout le monde évitait le regard des autres. Finalement, Martin a pris le stylo le premier. Il a signé d'une main tremblante, les lettres vacillant comme s'il n'avait plus de force. « Bien, » ai-je dit doucement. C'est le premier pas pour devenir un adulte. Grégoire a hésité plus longtemps. Il a regardé Audrey. Elle a seulement baissé le visage, des larmes, tachant le contrat. Il a finalement attrapé le stylo et a signé rapidement. Des traits vifs et énergiques, comme s'il avait besoin de prouver qu'il avait encore du pouvoir. Mais quand il a fini, ses yeux étaient rouges. Audrey fut la dernière. Elle a essayé d'essuyer ses larmes, mais sa main tremblait tellement que l'encre a bavé sur une demi-ligne. Eliott a dû lui donner une copie neuve. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux et a demandé, la voix étranglée, « Qui veux-tu que nous devenions après tout ça ?»
Des gens qui peuvent s'incliner sans perdre leur dignité, ai-je dit. La porte s'est entr'ouverte. Une voix douce. Je suis désolée. Puis-je me joindre à vous? C'était Tessa. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un dossier, encore un peu troublée, mais le regard assuré. Martin m'a appelé, a-t-elle dit. Et s'il doit travailler, je veux faire du bénévolat avec lui à la maison de retraite. Pas parce que je dois le faire, mais parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. J'ai étudié la jeune femme un long moment. Dans cette pièce étouffante, elle était une brise légère. J'ai hoché la tête. D'accord, tu n'as rien besoin de signer. Ta volonté suffit. Audrey s'est détournée et Martin était resté immobile. C'était la première fois que je voyais une véritable gratitude dans ses yeux. Quand les formalités ont été terminées, Elliot a rassemblé les dossiers dans sa mallette. Je me suis levée et je les ai regardés un par un. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une banque et je ne suis plus un filet de sécurité. Je suis la gardienne de l'honneur de cette famille. J'ai fait lentement le tour de la table, m'arrêtant derrière Grégoire. Tu pensais que l'argent était la mesure de la valeur? Maintenant, tu vas apprendre que certaines dettes ne se peinent qu'en sueur. Puis j'ai regardé Audrey. Quant à toi, ma belle-fille, peut-être apprendras-tu que personne ne naît en dessous de toi. Seuls les méprisants se rabaissent eux-mêmes. Finalement, j'ai posé ma main sur l'épaule de Martin. Et toi, je n'ai pas besoin d'argent de ta part. J'ai besoin que tu me rembourses en devenant un homme décent. Ils sont restés assis, immobiles, 3 visages, 3 nuances de culpabilité et de contrition. Je savais que le chemin serait long, mais je savais aussi que j'avais fait ce qu'il fallait. Avant de partir, je me suis retournée et j'ai prononcé la dernière phrase, ma voix basse et finale comme un coup de marteau. À partir de maintenant, votre honneur paiera la dette à la place de mon portefeuille. Elliot a ouvert la porte. Les lumières du couloir ont inondé la pièce, illuminant des visages autrefois fiers, maintenant baissés. Je suis sortie, plus légère, non pas pour avoir gagné, mais pour avoir enfin vu la justice se manifester, non seulement dans un tribunal, mais à une table familiale qui avait oublié la gratitude. La première semaine, les rapports des RH sont arrivés dans ma boîte de réception le lundi matin. Le document était court. Heures, rendement, infractions mineures. Mais pour moi, chaque ligne était un signe. Un signe que la roue des leçons avait commencé à tourner. Grégoire était affecté aux toilettes des bureaux, les mêmes couloirs qu'il traversait autrefois sans un regard. Maintenant, il nettoyait le marbre qu'il foulait jadis avec des chaussures italiennes brillantes. Elliot a dit que le premier jour, son dos lui faisait si mal qu'il a dû s'asseoir dans le couloir, la main sur la hanche, la sueur trempant sa chemise d'uniforme bleu. Mais il n'a pas abandonné son poste. Il a nettoyé, plus lentement, plus maladroitement. Mais il a nettoyé. À la fin de son service, il a demandé à la sécurité d'ouvrir la porte. Le garde, celui que Grégoire ignorait quand il était directeur de banque, a simplement hoché la tête. Pour la première fois, Grégoire s'est incliné dans un vrai salut, pas le signe de tête sec d'un homme d'affaires. Je sais que cet apprentissage de la courbette n'est pas un échec. C'est le début de la capacité à se tenir droit correctement. Quant à Audrey, celle qui avait dit « McDonald's te conviendrait mieux », elle est maintenant commis de cuisine, du soir au pinson doré. J'ai vérifié les caméras internes. Uniforme beige, cheveux attachés, pas de maquillage. Sous les néons de la cuisine, sa peau brillait d'huile et ses yeux semblaient étrangement fatigués. Elliot a dit qu'au 3e jour, elle avait complètement abandonné le maquillage. La graisse faisait couler son fond de teint entraîné. Cette nuit-là, un groupe de clients l'a reconnue, probablement des connaissances du club de golf.
Ils l'ont filmé en train de faire la plonge, ricanant. 15 secondes. Légende. Quand la vice-présidente du club de dames devient la reine de la vaisselle. J'ai regardé la vidéo en ligne et je n'ai ressenti aucune joie. L'humiliation n'est jamais une leçon. Seule la prise de conscience est une vraie conséquence. Le lendemain, Elliot a rapporté qu'Audrey n'avait pas appelé pour se dire malade. Elle est arrivée en avance, s'est tenue près du chef de cuisine et a appris à portionner. Elle a posé des questions sur les taux de perte et a pris des notes soignées dans un carnet usé. Peut-être que pour la première fois de sa vie, elle comprenait la valeur de chaque tranche de pain, de chaque goutte d'huile sur le sol. Martin travaillait à l'entretien des logements locatifs, un travail que les gens ne remarquent que lorsque quelque chose casse. Le rapport indiquait: Semaine 1. Réparer 3 fuites, remplacer les ampoules du 4e étage. J'imaginais mon fils, autrefois garé devant un écran, maintenant recroquevillé sous un évier, les mains grasses de crasse. Peut-être que pour la première fois, il comprenait que les fuites sont comme des erreurs. Si on ne les répare pas vite, elles s'infiltrent et ruinent les fondations. Un soir, Elliot a envoyé une photo prise par une caméra de la cafétéria du logement des travailleurs. Martin était assis seul à une table d'angle, un simple bol de soupe devant lui. J'ai zoomé. Ses mains étaient rugueuses, calleuses, avec une petite coupure pansée. Je me suis souvenu que ses mains étaient autrefois trop douces pour dévisser un bouchon de bouteille. Maintenant, elles ressemblaient aux miennes à l'époque. La 2e semaine, la tempête a éclaté plus tôt que prévu. Un vieil ami de la banque a repéré Grégoire en train de nettoyer les vitres du hall le lundi matin. Il a pris une photo et l'a postée dans la discussion de groupe. Le directeur de succursale devenu agent d'entretien. La vie est vraiment un film. L'information a fuité et s'est répandue dans toute l'entreprise. Je n'ai pas besoin d'imaginer ce que Grégoire a ressenti. Je connais ce sentiment. Être moqué en pleine chute, car je suis passé par là. La différence, c'est que personne ne m'a filmé. Audrey n'a pas été épargnée non plus. Un blogueur culinaire a publié un clip d'elle faisant la plonge avec une remarque sarcastique. Haute gastronomie recrute maintenant l'ancienne royauté du club de dames. Parlons d'un rince-bouche. Les commentaires ont afflué. Le karma la rattrape. Quand la vraie vie est le dessert. Je les ai tous lus, mais je ne les ai pas fait supprimer. Ils doivent apprendre que le regard froid du monde peut être plus dur que n'importe quelle réprimande d'une mère. Martin était le seul à ne pas avoir été traîné en ligne. Il a payé d'une autre manière. Chaque jour, il réparait des fuites, portait sa boîte à outils et mangeait un repas bon marché dans la rue. Un employé a rapporté qu'il s'asseyait souvent à l'arrière de la cuisine de nuit, regardant les serveurs courir avec les assiettes, non pas avec pitié, mais avec un mélange de curiosité et de remords. Une nuit, quand Audrey s'est coupé la main avec un couteau qui a glissé, la personne qui a couru pour la panser n'était pas le chef. C'était Tessa. J'ai apporté des pansements, dit doucement Tessa. C'est profond, mais ça va guérir. Audrey l'a regardée et est restée silencieuse un long moment. Puis, elle a fait un petit signe de tête, les lèvres bougeant, comme si elle voulait dire merci, mais ne savait pas comment commencer. C'était peut-être la première fois qu'on la traitait gentiment, sans qu'argent ou statut ne soit en jeu. Je n'ai pas rendu visite et je n'ai pas envoyé de message. Je lisais simplement les rapports de gestion hebdomadaires qu'Elliot envoyait chaque vendredi. Il notait tout. Les heures, la productivité, l'attitude, les notes des superviseurs. Je lisais chaque ligne et n'ajoutais aucun commentaire. Je sais que les sentiments exprimés trop tôt peuvent ruiner une renaissance. Au début, les autres employés gardèrent leur distance. Puis, ils ont commencé à partager des conseils de survie pour le service de nuit. Utilise du vinaigre pour enlever l'odeur de graisse sur tes mains. Fais un double nœud au sac poubelle pour éloigner les rats.
partage l'eau quand il fait trop chaud. De petites choses ordinaires. Mais à travers elles, mes enfants ont commencé à apprendre le langage de l'humilité. La 3e semaine, l'atmosphère a changé. Grégoire a commencé à saluer les gardes par leur nom, à leur demander comment se passait leur service. Dans son rapport, il a écrit « Je ne réalisais pas que le travail des vitres pouvait être si fatigant. Maintenant, je comprends pourquoi les gens ont besoin d'une pause en milieu de service. » Le journal de bord d'Audrey était bref. Je pensais connaître la gestion. Il s'avère que la première compétence est l'écoute. J'apprends à me taire. Après chaque réparation, Martin laissait une note. Tuyau réparé. Merci pour le café. M. Le personnel a épinglé ces notes sur le tableau d'affichage interne. Des rappels de petites gentillesses. Un matin, Elliot a posé un nouveau rapport sur mon bureau et a souri. Les engrenages tournent dans le bon sens, Iris. J'ai regardé par la fenêtre la Garonne scintiller sous le soleil. Le bon sens ne suffit pas, ai-je dit. Ils doivent en faire le tour complet. Elliot a compris. Il a hoché la tête et est sorti. Je suis restée avec les dossiers, me sentant à la fois calme et tendre. Je ne jubilais pas. Je voyais le miracle de la sueur, cette chose que les gens appellent sale, mais qui lave les illusions. Dehors, le soleil était haut. Quelque part dans cette lumière, mes 3 enfants étaient encore penchés sur leur travail. Et je savais, aussi lentement que cela se produisait, aussi tard que cela arrivait, qu'ils réapprenaient enfin à être humains, en commençant par les callosités sur leurs mains. Le foyer des pins argentés se trouve à la périphérie nord de la ville, niché dans de basses collines de pins. C'est là que j'ai choisi pour eux 3, et Tessa de faire leur service de bénévolat 2 fois par semaine. Ce n'est pas un endroit trop triste, mais assez calme pour être un miroir. Des fenêtres peintes en blanc, des bancs en bois usés par le temps et une légère odeur d'antiseptique. Tout cela crée une atmosphère que seuls ceux qui ont vieilli, qui ont attendu, peuvent vraiment comprendre. Je ne les ai pas accompagnés. Je lisais les rapports hebdomadaires et les journaux de bord, mais Elliot, qui passait souvent, m'en disait plus que n'importe quelle ligne de texte. Il a dit que la première semaine, Grégoire est entré, agité, comme s'il n'était pas à sa place. Il portait sa chemise d'uniforme de l'entreprise, encore impeccable, avec une trace de parfum coûteux. Mais quand il a vu Madame Renée en fauteuil roulant près de la fenêtre, tenant un vieux cadre photo, il s'est arrêté. « Ma fille dit qu'elle viendra me voir chaque printemps », a dit Madame Renée, la voix fine comme un fil. Ça fait 3 ans. Je suppose qu'elle est occupée. Personne n'a répondu. Grégoire s'est juste assis et a regardé par la fenêtre où les aiguilles de pin tombaient en douces couches. Peut-être qu'à ce moment-là, il a réalisé que le silence d'une mère peut durer plus longtemps que l'hiver. Après cela, il a apporté un échiquier. Il a d'abord joué avec Monsieur Hector, un professeur de mathématiques à la retraite, mince, aux yeux perçants, la voix comme une lame. Elliot a dit que Grégoire avait perdu la première partie sans appel. Monsieur Hector a souri gentiment. « Vous êtes probablement meilleur pour passer la serpillière que pour jouer aux échecs. » Grégoire a ri et s'est gratté la tête. Monsieur Hector a ajouté « Gagner n'a pas d'importance ici, mais ne baissez pas la tête quand vous perdez. Parfois, il faut lever les yeux pour voir le prochain coup. » C'était la première fois que Grégoire baissait la tête, non pas de honte, mais pour écouter de tout son cœur. Audrey a été affectée à la cuisine, préparant le petit déjeuner et le dîner pour près de 50 résidents. Un travail simple, mais qui demande du soin et de la patience. Pas de plats sophistiqués, pas de table de banquet ou de cristal, juste du porridge, de la soupe de légumes et du pain frais. Le 2e jour, elle a fait le porridge trop liquide et Madame Marguerite a froncé les sourcils, disant que c'était fade. Audrey est rentrée chez elle, a lu des recettes,
À réessayer. Le lendemain matin, elle est arrivée 1 heure plus tôt, a ajusté le porridge en portions individuelles, a ajouté une touche de lait d'amande et de miel, parfumé mais pas écœurant. Quand elle l'a servi, Madame Marguerite a goûté une cuillerée et a hoché la tête. « Voilà qui est bon. Vous avez de bonnes mains en cuisine, ma chère. » Un simple compliment. Mais Elliot a dit qu'Audrey était restée immobile quelques secondes, les yeux roses. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait dit « bon travail ». Peut-être jamais. Martin s'occupait des réparations. Il changeait les ampoules, resserrait les charnières des portes, réparait les tuyaux, de petites tâches répétitives qui exigent de la patience. Un après-midi, alors qu'il était sur une échelle pour changer une ampoule de couloir, une femme âgée s'est approchée en traînant les pieds et a posé une main sur sa jambe. « Merci, mon fils », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Sans la lumière, je tombe tout le temps. » Martin s'est arrêté. Il a baissé les yeux sur son visage ridé et bienveillant, et à ce moment-là, le mot « fils » a résonné comme quelque chose qu'il avait perdu. Il a souri faiblement, les yeux humides. Cette nuit-là, il a écrit dans son journal « Si maman était là, que ferais-je différemment? Peut-être juste écouter au lieu de vouloir tout réparer. » Tessa, comme d'habitude, accompagnait Martin. Mais elle ne se contentait pas de l'aider. Un jour, elle a proposé un programme d'appel vidéo pour les familles chaque week-end. « Tout le monde ne peut pas venir, » a-t-elle dit, « mais au moins ils peuvent se voir, même si c'est seulement à travers un écran. » L'idée a été approuvée et Grégoire lui-même a été le premier à montrer à Madame Renée comment utiliser le téléphone. Quand le visage de sa fille est apparu à l'écran, probablement dans une autre ville, submergée de travail, elle a fondu en larmes. « C'est toi, ma chérie? Je pensais que tu m'avais oubliée. » Le personnel a enregistré la vidéo et l'a partagée sur les réseaux sociaux. En quelques jours, elle est devenue virale. Des milliers de commentaires chaleureux ont afflué et de nombreuses personnes ont commencé à rendre visite à leurs proches plus souvent. J'ai regardé ce clip sur un petit écran, le cœur à la fois chaud et endolori. La 4e semaine, le foyer des Pins argentés a connu une nuit triste. Monsieur Hector, celui qui jouait aux échecs avec Grégoire, est décédé dans son sommeil, paisiblement, comme une partie d'échecs interrompue en plein milieu. Quand Elliot m'a appelé pour me l'annoncer, je suis restée silencieuse un long moment. Je savais que cette mort laisserait une marque non seulement dans un dossier médical, mais dans le cœur des jeunes gens qui commençaient tout juste à chérir le présent. Le lendemain, mes 3 enfants et Tessa se tenaient près de son lit vide. Ils ne parlaient pas. Ils sont juste restés là, un long moment. Grégoire a remis l'échiquier inachevé à sa place. Audrey a apporté le bol de porridge qu'il aimait et Martin a resserré le boulon desserré du cadre de lit. Personne ne leur a demandé de le faire, mais ces petits actes étaient leur façon de dire au revoir. Ce soir-là, ils sont retournés à leur poste. Moins de mots, un travail plus constant, pas de plaintes, pas d'excuses, seulement le bruit de l'eau qui coule, le grattement des balais et une respiration régulière dans l'air calme. Elliot m'a appelé, la voix basse. Peut-être qu'ils ont commencé à comprendre le prix de l'absence. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert l'email avec 3 petites pièces jointes, leurs journaux de réflexion individuels. J'ai lu en silence. Grégoire a écrit « Quand Monsieur Hector a fait une erreur, j'ai voulu corriger l'échiquier, mais il a dit « Laisse-la. Dans la vie, on ne doit pas corriger chaque mauvais coup. » Peut-être que tu as pensé la même chose en nous regardant faire des erreurs en silence. Audrey a écrit « Je pensais que les gens préparaient du porridge par devoir. Maintenant, je sais qu'une cuillère de porridge peut être la dernière note d'amour. J'ai peur du jour où je devrais cuisiner pour quelqu'un qui ne peut plus manger. » Martin a écrit « Quelqu'un m'a appelé fils aujourd'hui.
Mes mains étaient sales, mais mon cœur s'est senti plus propre que jamais. Ma main tremblait à la fin. Entre les lignes brouillonnes, j'ai vu les premières fissures dans leur armure d'orgueil. Ces fissures, pour moi, valaient plus que n'importe quelle excuse. J'ai plié les journaux et les ai mis dans un tiroir. Cette nuit-là, j'ai écrit une courte lettre au foyer des Pins Argentés, non signée. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait juste un chèque et une note. 4 nouveaux lits pour ceux qui attendent un endroit où être aimé une seconde fois. Quand Elliot a accepté de la livrer, il a demandé « Dois-je mettre ton nom dessus ?» J'ai secoué la tête. Non, certaines des meilleures choses n'ont pas besoin de public. Puis, j'ai regardé par la fenêtre. La lumière du soir filtrait à travers les arbres, dorée et douce comme le dernier souffle d'un jour. J'ai pensé aux pins argentés, aux âmes qui avaient un vécu, aux cœurs qui apprenaient à aimer, et à mes enfants qui redevenaient tranquillement humains au milieu de l'air antiseptique et des rires doux de la vieillesse. 3 mois après leur premier service de bénévolat au foyer des Pins Argentés, j'ai décidé de faire ce que j'avais évité pendant des années, inviter mes enfants à dîner. Pas de raison particulière, pas d'anniversaire, juste un repas simple où des personnes qui avaient été brisées pourraient s'asseoir ensemble sans jouer de rôle. J'ai tout préparé moi-même. Pas de festin somptueux, pas de vin cher comme aux fêtes qu'ils organisaient autrefois. Sur la table, il y avait du poulet rôti, une salade et des gougères. 3 plats que je préparais dans nos années les plus pauvres, lorsque nous nous entassions autour d'une petite table en bois dans un appartement exigu. Quand ils sont arrivés, tous les 3 se tenaient maladroitement dans l'embrasure de la porte, comme des invités incertains d'être les bienvenus. Tessa est venue avec eux, tenant un bouquet de marguerites sauvages. Elle est entrée la première, sa voix douce comme un souffle. Puis-je aider à mettre la table? J'ai souri. Bien sûr, ma chérie. Ma cuisine baignait dans une lumière jaune et chaude. Pas de musique, juste le tintement d'une louche sur une casserole et une odeur de beurre et d'ail dans l'air. J'ai vu Grégoire jeter un coup d'œil autour de lui. Ses yeux se sont posés sur la photo de famille au mur, prise dans un parc de Bordeaux il y a 20 ans, quand ils étaient petits. Il s'est approché, a touché le cadre en bois, puis est revenu s'asseoir tranquillement. Quand tout a été prêt, j'ai versé de l'eau plate dans des gobelets en verre. Pas de citron, pas de glace. La table était silencieuse. Juste le bruit de la découpe du poulet et l'odeur sucrée des gougères flottant dans l'air. Personne n'a parlé pendant les 10 premières minutes. J'ai laissé faire. Le silence est aussi un langage. Grégoire a rompu le silence le premier. Il a posé son couteau et a pris une longue inspiration. « Maman » a-t-il commencé, la voix rauque. J'ai beaucoup réfléchi. J'avais peur que les gens se moquent de mes origines. Je voulais prouver que j'étais assez bon, assez raffiné, pour qu'ils oublient qui je suis, que je suis le fils d'une femme qui nettoyait des chambres. Il a eu un petit rire sec et a regardé ses mains calleuses. Il s'avère que, plus j'essayais de te renier, plus j'effaçais la meilleure partie de moi-même. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé pour la première fois depuis des années. Mon aîné n'évitait pas mon regard, ni ne se rengorgeait d'orgueil. C'était juste un homme qui apprenait à dire la vérité. Audrey était assise à côté de lui, les mains jointes. Elle a regardé vers la fenêtre, puis a parlé lentement. « J'ai peur d'être pauvre, maman. J'ai grandi dans une maison où l'argent manquait toujours. Je me suis juré de ne jamais y retourner. Alors, quand j'en ai finalement eu un peu, je m'y suis accrochée jusqu'à devenir méchante. » Sa voix tremblait, les yeux humides.
Je pensais que l'argent signifiait la sécurité. Mais en réalité, il m'a juste rendue plus craintive. J'ai écouté, ressentant à la fois de la douleur et du soulagement. C'était peut-être la première fois qu'elle était honnête sans crainte de jugement. Puis Martin a levé la tête, les yeux brillants, mais fatigués. « J'ai peur de la confrontation », a-t-il dit. Toute ma vie, j'ai évité les conflits. Quand Grégoire et Audrey parlaient, je restais silencieux. Je pensais que le silence maintenait la paix. Mais en réalité, j'ai pris le mauvais parti, et je sais que ça t'a blessé. Dans ses yeux, j'ai vu un homme différent. Moins de mots, plus de profondeur. Peut-être que ces après-midi aux pains argentés lui avaient appris ce qu'il m'a fallu toute une vie pour apprendre. Le silence peut aussi être un péché. J'ai posé la louche et je n'ai pas répondu avec des mots. Le pardon n'a jamais consisté à dire « je ne suis pas en colère ». S'il est réel, on le sent dans les actes. Je me suis éloignée de la table et j'ai ouvert le robinet. « Le dîner est terminé », ai-je dit d'un ton neutre. « Qui veut m'aider à faire la vaisselle ?» Grégoire a levé les yeux, puis s'est levé le premier. « Moi. » Audrey a suivi, retroussant ses manches. Martin a souri légèrement. « Je vais essuyer cette fois. » Tessa a ri, un rire doux et chaleureux. Nous nous sommes tenus autour de l'évier et avons partagé le travail. Grégoire lavait, Audrey rinçait, Martin essuyait et je rangeais. Personne ne commandait personne. L'eau coulait, les assiettes s'entrechoquaient doucement. Un moment simple, mais mon cœur s'est réchauffé d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le vrai repas de famille n'était pas sur la table. C'était ici, où tout le monde nettoyait ensemble. Quand nous avons eu fini, je me suis séché les mains et je les ai regardés un par un. « Si vous voulez arrêter plus tôt, » ai-je dit, « vous avez ma permission. Considérez la leçon comme apprise. » Grégoire n'a pas hésité. « Non, maman, je veux finir l'année. » Audrey a hoché la tête. « Moi aussi, pas à cause du contrat, mais parce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. » Martin a dit doucement, « Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre. » Je suis restée là, à les regarder tous les trois. Leurs vêtements sentaient encore le liquide vaisselle. Leurs mains étaient encore rugueuses. Mais dans leurs yeux, j'ai vu ce que j'avais attendu toute ma vie, la lumière de la compréhension. Nous avons terminé le dîner sans larmes ni grandes promesses. Juste des poignées de main, des étreintes maladroites et un « à la semaine prochaine, maman ». Je les ai accompagnés à la porte. Après que leur silhouette ait glissé sous les lampadaires, je suis restée un long moment à écouter le vent de la nuit souffler à travers les arbres. De retour dans la cuisine, l'évier était vide, la vaisselle empilée proprement, un peu de vapeur s'élevant encore de l'acier inoxydable. Je me suis assise et j'ai expiré. Non pas un soupir las, mais le son de quelqu'un qui dépose le dernier lourd fardeau. Cette nuit-là, je suis allée me coucher sans lire les nouvelles ni vérifier mon téléphone. J'ai fixé le plafond et j'ai écouté la pluie fine tomber dehors. Pour la première fois depuis des années, j'ai bien dormi, non pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que je savais que mes enfants, aussi perdus qu'ils aient été, avaient commencé à revenir vers la décence. J'ai rêvé de la vieille cuisine, de la table en bois et de 3 petits-enfants riant autour d'une assiette de poulet rôti. J'ai entendu ma propre voix dans le rêve, légère comme une brise. Manger avant que ça ne refroidisse. Et dans ce sommeil, j'ai réalisé que la vraie table familiale n'est pas dressée avec de l'or. Elle est dressée avec la vérité. D'août à décembre, la ville a glissé sous un soleil vif et j'ai réalisé que ce n'étaient pas seulement les arbres des rues qui changeaient. Mes 3 enfants perdaient aussi leur vieille peau. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais le genre de changement constant, comme le rythme d'une usine,
ou la lente respiration de quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil. Grégoire, le fils qui s'asseyait autrefois derrière une table de conférence avec une cravate serrée et une voix accordée à l'autorité, se réveille maintenant à 5 heures du matin. Il travaille toujours au service de nettoyage du bâtiment principal du groupe Caldwell, mais reste après pour étudier la gestion hôtelière dans un programme pour adultes qui travaillent. Les rapports disent qu'il apporte un livre au déjeuner, s'assoit dans l'escalier, mange un sandwich et prend des notes. Un matin, Elliot m'a envoyé une photo prise discrètement avec son téléphone. Grégoire, debout dans le grand hall, montrant au nouveau personnel comment polir le verre avec la lumière, et non contre elle. Sa chemise était éclaboussée d'eau, mais son sourire était éclatant. Sous la photo, Elliot a écrit une ligne « Les gens réapprennent le leadership depuis le plus bas de l'échelle ». Je l'ai imprimé et l'ai glissé dans mon carnet de travail sans le dire à personne. Audrey s'est inscrite à un programme culinaire communautaire avec des cours le matin. Elle travaille toujours au service de préparation du soir au Pinson Doré, mais maintenant, elle sait comment tenir une louche, régler la chaleur et se taire. Quand on la corrige, Elliot a dit que le chef de cuisine lui avait dit qu'elle n'avait plus peur de l'huile chaude. J'appellerais ça de la croissance. En octobre, le restaurant a organisé un concours interne. Chaque employé a cuisiné un plat du Sud-Ouest à sa manière. Audrey a participé avec un cassoulet plus sain. Moins de graisse, plus de légumes et d'épices naturelles, adaptées aux personnes âgées. Quand elle a appris que je parrainais le concours, elle a semblé troublée, mais a cuisiné avec une concentration rare. Son cassoulet a remporté le premier prix, non pas pour la technique, mais pour l'honnêteté et la saveur. Quand on lui a demandé ce qu'elle ressentait, elle a dit « Je pensais que la cuisine était pour les serviteurs. Maintenant, je sais que c'est ainsi que les gens montrent leur amour sans mots. » Le journal local l'a cité. Personne n'a mentionné l'ancien scandale. Il ne connaissait qu'une femme apprenant à tenir une louche au lieu d'une carte de visite. Martin, le fils cadet autrefois faible, m'a le plus surprise. Son travail d'entretien s'étend maintenant au-delà des logements des travailleurs. Il a créé un journal de maintenance standardisé étape par étape pour chaque appareil avec des codes QR pour que le personnel puisse scanner et horodater les interventions. Elliot a imprimé le plan et l'a déployé sur tous les sites du groupe Caldwell. Elliot a dit « Je ne l'ai jamais vu aussi confiant. Il ne baisse plus la tête, sauf pour mesurer un tuyau. » En novembre, un résident d'un immeuble de grande hauteur dont il s'occupe lui a donné un croquis dessiné à la main d'un nouveau lampadaire. Un que Martin avait installé, projetant juste assez de lumière pour que les personnes âgées puissent marcher en toute sécurité la nuit. En dessous, il y avait une ligne calligraphiée. « Merci d'avoir rendu mon quartier plus sûr. » Elliot a apporté le dessin à mon bureau. Je l'ai étudié et j'ai souri. Le garçon comprend enfin que l'utilité est le diplôme le plus honorable. Les rapports internes que je reçois chaque semaine sont devenus plus courts. Pas de plaintes, juste des lignes claires. Service du matin terminé 20 minutes en avance. Aucune violation de la sécurité. Performance à 108%. Il se porte même volontaire pour les services les plus difficiles. Tôt le matin, la nuit, le week-end. Elliot a demandé pourquoi. Grégoire a dit « Je veux apprendre chaque recoin de votre système. » Audrey a dit « Je veux rester dans la cuisine quand le restaurant est calme. C'est à ce moment-là que je peux m'entendre. » Martin a juste souri. « J'aime le bruit des tuyaux qui fonctionnent bien. Ça me fait me sentir utile. » J'ai lu ces lignes et je me suis sentie au chaud, pas fière. Exactement. En paix. En fin d'année, Elliot est venu chez moi avec une proposition. Grégoire répond aux critères pour le groupe de management. Je veux qu'il dirige le 3e étage du bureau principal pendant 3 mois. S'il s'en sort bien, nous pourrons le promouvoir superviseur d'équipe. Je suis restée silencieuse quelques secondes. J'ai toujours cru que le pouvoir devait suivre la responsabilité.
Maintenant, je pense que c'est peut-être la confiance qui enseigne la responsabilité. J'ai hoché la tête. Fais-le. Je n'interviendrai pas. Elliot a souri. Tu t'entraînes à lâcher prise. J'ai dit, oui, si je garde le contrôle pour toujours, je ne suis pas différente de ce qu'ils étaient. En décembre, je suis allée au Pinson Doré, non pas pour superviser, mais pour manger. Audrey s'occupait du plat principal ce jour-là. Quand le cassoulet est arrivé, elle s'est tenue au passe-plat et m'a souri. Qu'en penses-tu, maman? J'ai goûté une cuillerée. Une chaleur douce, un sel équilibré, le confit et les haricots bien présents. C'est bon, ai-je dit. Pas parce que tu as bien assaisonné, mais parce que tu as cuisiné avec ton cœur. Elle a souri, des larmes coulant et se mêlant à la sueur sur son front. Martin est resté sur le terrain. Cette fois, il était chargé d'inspecter les nouveaux bâtiments. Il m'a envoyé un selfie. Lui, près du lampadaire qu'il avait installé. Le coucher de soleil baignant une façade de briques rouges. J'ai sauvegardé la photo, mais je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est un compliment. Quand Grégoire a terminé son cours, l'école m'a envoyé une note de remerciement. Ils ont dit qu'il était l'un de leurs étudiants les plus assidus et collaboratifs. À la fin, il y avait une ligne. Recommandé pour une bourse interne pour le niveau avancé. J'ai plié la lettre et je ne lui ai rien dit. Je voulais qu'il l'apprenne de l'école, car ouvrir sa propre enveloppe est mieux que n'importe quel éloge. Quant à moi, pendant qu'ils changèrent de carrière, j'ai changé ma façon de vivre. J'ai commencé à déléguer les opérations à Elliot et aux jeunes managers. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris un week-end sans vérifier les chiffres ni passer d'appel. J'ai marché le long de la Garonne, j'ai pris un café dans un petit établissement et j'ai regardé les couples plus âgés se tenir la main. Il s'avère que ce n'était pas seulement eux qui réapprenaient à vivre. J'apprenais aussi à lâcher prise. Des talk-shows m'ont appelé, voulant que je parle d'un retour après un scandale. J'ai refusé la plupart d'entre eux. J'ai dit oui à un seul, non pas pour raconter le passé, mais pour parler du travail invisible, des petits boulots silencieux que la société sous-évalue. Les agents d'entretien, les commis de cuisine, les agents de maintenance. J'ai dit à l'antenne, personne ne les voit, mais ils font tourner le monde entier. J'ai juste eu la chance de réapprendre cette leçon, non pas à l'école, mais grâce à mes propres enfants. Cette interview a été rediffusée encore et encore. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est un email que j'ai reçu le lendemain matin. Juste quelques lignes signées par Grégoire. Maman, j'ai regardé, je comprends maintenant. Merci de nous avoir donné la chance de recommencer. J'ai fixé ces mots un long moment. Dehors, la lumière d'hiver recouvrait la ville, froide mais claire. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis sentie aussi légère qu'un premier souffle du jour. Notre histoire n'était plus un scandale. C'était devenu un petit guide pour quiconque avait oublié la valeur du travail, de la famille et de savoir comment recommencer. Et je savais que le voyage n'était pas terminé, mais au moins, la roue tournait enfin dans le bon sens. Et cette fois, je n'avais pas à la pousser seule. En cette fin d'année, alors que le vent d'hiver commençait à s'infiltrer par chaque fente de porte, j'ai regardé le résumé de fin d'année du groupe Caldwell et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. 3 mots, honneur remboursé, tapés sur la toute dernière ligne de notes. Pas un terme comptable, mais un marqueur privé que j'utilisais pour les personnes remboursant une dette que l'argent ne pourrait jamais mesurer. Grégoire, Audrey et Martin, chacun à sa manière, avaient commencé à rembourser des parties de la facture de 20 ans que j'avais listée dans l'accord. Non pas avec des enveloppes ou des virements de ma part, mais avec leur salaire et primes réelles. Chaque mois, le service financier m'envoyait un détail. 3 petits montants prélevés équitablement sur leurs revenus,
envoyés directement à la Fondation Aurore Seconde. Les chiffres n'étaient même pas énormes, quelques centaines, puis lentement quelques milliers, mais constants. Jamais un jour de retard. Elliot appelait ça le remboursement de l'honneur. J'appelais ça le nouveau souffle de ma famille. Je ne les ai pas seulement regardés, j'ai changé aussi. Aurore Seconde, le projet de mon cœur, a commencé à s'étendre dans 3 régions voisines. À partir de quelques appartements temporaires, nous avons ajouté un réseau d'avocats bénévoles et des programmes de réinsertion professionnelle pour les seniors. Quand Elliot a demandé qui devrait s'occuper de la sensibilisation communautaire, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai appelé Tessa. « Voudrais-tu m'aider avec quelque chose ?» ai-je demandé. « Dis-moi ce dont tu as besoin. À partir de maintenant, tu seras au milieu d'histoires qui n'ont pas encore été réécrites. Je te fais confiance pour écouter sans jugement. » Tessa est restée silencieuse un moment, puis a dit doucement « Je le ferai si tu me laisses t'appeler Maman Iris. » J'ai ri et les larmes ont coulé avant que je ne puisse parler. C'est peut-être la gentillesse silencieuse qui finit par adoucir un vieux cœur comme le mien. Grégoire était dans une phase différente. Après presque 1 an de formation, il a demandé à essayer de gérer 2 hôtels de milieu de gamme de notre système. Pas une marque de luxe, pas d'étoile sur un tableau de classement, mais une occupation stable. « Je ne veux plus paraître chic », a-t-il dit lors de notre réunion. « Je veux bien faire les choses. » J'ai étudié le dossier qu'il avait préparé. Chaque petit détail était précisé. Protocole de nettoyage, horaire des équipes, formation du personnel. Plus de lignes sur l'augmentation des profits en réduisant le personnel comme autrefois. « Les hôtels n'ont pas besoin de briller », lui ai-je dit. « Ils ont besoin de clients qui veulent revenir. » Il a hoché la tête. « Maintenant, je comprends pourquoi tu as commencé avec un balai. Si tu sais ce qu'il faut pour avoir un sol propre, tu peux faire tenir tout un bâtiment. » Quand il est parti, je l'ai regardé s'éloigner. La silhouette de mon fils n'était plus arrogante, mais stable, comme un homme qui avait appris à marcher sur sa propre force. Audrey a eu un nouveau départ aussi. Après le concours de cuisine de l'année dernière, elle a été officiellement promue sous-chef du déjeuner au Pinson Doré, responsable des menus pour les personnes âgées et les convalescents. Je suis passée un midi. De loin, je l'ai vue en uniforme blanc, les cheveux soigneusement attachés, parlant au personnel. Quand elle m'a remarqué, elle s'est arrêtée, a légèrement incliné la tête et m'a fait signe d'entrer. « Voudrais-tu essayer le nouveau plat ? Un porridge de riz complet au saumon et à l'aneth. » J'ai hoché la tête. C'était simple et réfléchi, pas tape à l'œil, mais chaque cuillerée avait un goût chaud et calme. Elle a dit « Je n'ai plus peur de la cuisine. Chaque jour où j'entre ici, je me sens un peu moins égoïste. » Je l'ai regardée, mon cœur s'apaisant. Pas besoin d'éloge. J'ai juste touché son épaule et j'ai dit « Merci d'être resté. » Et Martin, il a gardé la maintenance, mais maintenant comme superviseur technique de tous nos logements locatifs. Cette fois, il ne se contentait pas de réparer des tuyaux ou des ampoules. Il formait de jeunes techniciens à vérifier les systèmes électriques et à tenir des registres appropriés. Un après-midi de novembre, Martin est passé avec une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une carte de son écriture familière. « Maman, Tessa et moi sommes fiancés. Nous voulons une petite cérémonie. Pas de décor, pas de carton de table nominatif, juste la famille. » J'ai posé la carte, sentant comme une vieille blessure qui avait enfin guéri. « D'accord, » ai-je dit. Cette fois, je serai juste une invitée. Le mariage a eu lieu début décembre, dans le petit jardin derrière le foyer des pins argentés. Il faisait froid, mais le soleil était doux et chaud. Pas de fleurs extravagantes, pas de bruit, juste des gens qui voulaient vraiment être témoins.
J'ai invité le directeur des Pins Argentés et quelques résidents qui connaissaient Martin et Tessa. Ils se sont assis au premier rang, à côté d'une rangée de chaises vides où j'avais placé un petit panneau. Pour ceux qui sont partis, mais jamais absents. Ces sièges étaient pour Madame Renée, pour Monsieur Hector et pour ma propre mère, qui m'a appris qu'il n'y a pas de dette plus grande qu'une dette morale. La cérémonie était simple mais belle. Grégoire et Audrey se tenaient à leur côté, témoins et demoiselles d'honneur. Quand la musique a commencé, j'ai regardé mes 3 enfants et j'ai vu des visages autrefois froids, maintenant chaleureux. Des mains qui m'avaient autrefois repoussé, se tenant maintenant fermement les unes aux autres. Quand Martin a passé la bague au doigt de Tessa, il a dit « Nous ne promettons pas de ne jamais avoir tort, juste de ne pas rester silencieux quand nous l'avons. » En entendant cela, mes yeux ont piqué, car cela sonnait comme une réponse tardive à toutes les années où le silence m'avait blessé. Après la cérémonie, j'ai invité tout le monde chez moi. Sur la vieille table en bois, j'ai disposé 3 enveloppes. Avant de célébrer, je veux partager quelque chose, ai-je dit. À l'intérieur se trouvaient un codicille et un ajout mis à jour à mon testament. J'ai précisé que la majeure partie de ma succession irait toujours à Aurore Seconde, mais que chacun d'entre vous recevrait une opportunité, pas de l'argent. Grégoire aurait la possibilité de gérer l'un des 2 hôtels en redressement. Audrey posséderait 10% du Pinson doré, non pas comme un cadeau, mais comme une récompense pour son travail réel. Et Martin, je lui confiais le projet de réaménager les logements des travailleurs en un complexe communautaire. Un projet nommé « La lumière d'Hector », en mémoire du monsieur qui avait appris les échecs à Grégoire et la patience à notre famille. Personne n'a discuté. Personne n'a demandé plus. Ils ont chacun signé, les mains tremblantes mais fermes. Grégoire a dit « Nous comprenons maintenant. L'argent peut acheter le confort, mais seule l'opportunité construit la confiance. » J'ai hoché la tête, incapable de cacher un sourire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai rangé ma vieille cuisine. Les murs blancs étaient un peu tachés, mais la lumière était aussi chaude que le premier jour où j'y suis entrée. J'ai ouvert l'armoire en bois où j'avais gardé la seule chose que je n'ai jamais jetée, un chiffon. Il était usé, rapiécé encore, et encore. Chaque point était un morceau de ma vie. Des années de ménage, des nuits à frotter les sols, des matins silencieux à l'évier pour nourrir mes enfants. Je l'ai posé sur la table et j'ai passé la main dessus. Non pas pour m'accrocher aux difficultés, mais pour remercier les jours qui m'ont rendue assez forte pour me tenir debout. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme 1000 étoiles. J'ai murmuré, ma voix perdue dans le vent. Maman, je l'ai fait. Dehors, le vent froid continuait de souffler. Mais dans ma petite cuisine, tout était chaud. Chaud comme notre premier repas de famille, comme des mains qui travaillent, et comme l'honneur remboursé par la sueur et non par les larmes. 5 ans après cette nuit au pinson doré, ma vie ressemblait à un nouveau chapitre, plus calme, plus chaleureux, plein de choses que je pensais autrefois n'exister que dans les livres. Tout avait changé, mais aucun de nous n'avait oublié cette nuit où une table de dîner chic était devenue l'endroit où nous avions renversé l'ordre de la parenté. Maintenant, le pinson doré porte un nom que j'adore, la cuisine de la seconde chance. Ce n'est pas un artifice marketing, mais un hommage aux personnes mises à l'écart. Licenciées, blessées, considérées comme inutiles. Le restaurant donne la priorité à leur embauche, à leur formation et à leur offrir un nouveau départ. À l'intérieur, sur le mur de briques rouges, est accrochée une petite plaque de bronze. J'ai écrit « La dignité est la spécialité de la maison ici ». Je la vois chaque fois que je passe et je souris toujours. Grégoire dirige maintenant 2 hôtels de milieu de gamme du groupe Caldwell d'une main ferme. Pas une chaîne de luxe, pas d'étoile sur une liste,
mais les clients reviennent. Le personnel reste plus longtemps et les gens l'appellent simplement Monsieur Caldwell, le patron qui s'est passé la serpillière. Il n'en a pas honte. En fait, il dit au personnel qu'il a commencé avec un balai et que le balai lui a appris le respect. Une fois, il m'a appelé, la voix rauque d'émotion. Je crois que je comprends enfin le leadership, maman. C'est être celui qui dégage le chemin, pas celui qui se tient devant. J'ai dit, bien. Garde ça, et tu ne perdras plus ton chemin. Audrey est maintenant responsable du programme du déjeuner au pinson doré, supervisant l'ensemble du menu pour les clients plus âgés. Elle vient de remporter un prix local pour une soupe de légumes faite à partir d'aliments de récupération sûrs, qui n'est pas seulement bonne, mais aussi frugale et bienveillante. Lors de la cérémonie, elle a dit « Je pensais que la cuisine était faite pour que les gens me louent. Maintenant, je veux juste que les gens se sentent plus légers quand ils ont fini de manger. » Je me tenais dans la salle et je n'ai pas parlé. J'ai juste applaudi lentement et régulièrement. Chaque applaudissement adoucissait une vieille brûlure entre moi et ma belle-fille. Martin dirige maintenant une équipe technique nommée l'équipe Respect. Leur devise est imprimée sur leur chemise. Réparer les choses, raccommoder les gens. Il dit que chaque fois qu'il répare quelque chose, il se souvient de vieilles erreurs et réalise que ce qui a besoin d'être réparé, ce n'est pas le tuyau. C'est un cœur autrefois endurci par la peur. Lui et Tessa sont mariés depuis 3 ans, vivant près de la rivière où l'eau clapote contre la rive. Ils n'ont pas besoin de richesse, juste de calme. Le week-end, ils vont aux Pins Argentés pour apprendre aux seniors à utiliser les smartphones afin que personne n'ait à attendre éternellement un appel qui ne vient jamais. Quant à moi, j'ai commencé à écrire mon premier livre intitulé « Les dividendes des heures de ménage ». Ce n'est pas un mémoire. Ce sont les leçons que j'ai recueillies au cours d'une vie, de l'odeur du nettoyant pour sol, des rires étouffés et du fait de se relever après avoir été méprisé. Il s'agit de la façon dont la persévérance devient un capital de vie, celui qu'on ne peut pas mesurer en euros, mais qui rapporte des intérêts en dignité. Tous les bénéfices vont à Aurore Seconde. La fondation s'est étendue à cette ville, aidant des centaines de seniors à trouver un abri et à se reformer pour le travail. Quand les médias demandent pourquoi je n'en garde pas pour moi, je souris simplement. Parce que j'ai assez. Ce que je reçois maintenant n'est pas sur un compte d'épargne. C'est dans la gratitude dans les yeux des gens. Ma famille garde une petite tradition. Un dîner mensuel auquel tout le monde doit assister, peu importe l'emploi du temps. Rien de chic, rien de compliqué, juste la vieille table dans ma cuisine. Le plat fixe est une soupe de poulet, style Pins argenté. La recette qu'Audrey a apprise pour les personnes aux dents tendres. Chaque fois que la louche se lève, le céleri et le poivre flottent dans l'air et la cuisine devient une pièce qui contient à la fois la mémoire et le pardon. Ce soir, à notre dîner de décembre, Grégoire a levé son verre d'eau et a dit « Je n'aurais jamais pensé m'asseoir à nouveau ici, maman. Je pensais que certaines fissures ne se réparent jamais. » J'ai regardé autour de la table les visages familiers, maintenant avec plus de rides et plus de lumière dans les yeux. J'ai posé la louche et j'ai dit doucement « Elle ne se répare pas toujours, mon fils. Mais on peut y planter des fleurs. Quand elles éclosent, les gens appellent ça l'aube. » Ils se sont tus, puis ont souri. Aucune promesse n'a été faite, juste de la chaleur qui circulait autour de la table. Cette nuit-là, après les avoir accompagnés à la porte, j'ai su qu'il était temps de laisser la dernière chose en moi s'envoler. Je suis retournée à la cuisine, je me suis séché les mains et j'ai dit doucement, à personne d'autre qu'à moi-même, « Je vous pardonne. Non pas parce que j'ai oublié, mais parce que mes enfants ont changé. » Un matin de fin d'année, Elliot, maintenant à la retraite, est passé.
Il est entré avec son sourire doux habituel, portant un petit objet enveloppé dans un tissu. « Tu te souviens de ça » a-t-il demandé en le déballant. Dans sa main se trouvait la vieille clé du premier bureau du groupe Caldwell. La clé que j'utilisais tous les jours à l'époque où je me cachais dans les coulisses, la femme de ménage invisible. La clé était rouillée, la tête ébréchée, mais sous la lumière du soleil, elle brillait d'un argent doux. « Je pense qu'elle t'appartient », a dit Elliot. Cette clé a ouvert plus d'une porte. Je l'ai prise et je l'ai serrée fort. « Merci », ai-je dit. Mais en réalité, c'est toi qui l'as empêché de rouiller. Il a souri et m'a laissé avec l'artefact de tout un voyage. Je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai accroché au mur de mon nouveau bureau, juste sous la vieille plaque de bronze. La dignité est la spécialité de la maison ici. Maintenant, alors que j'écris ceci, le ciel s'éclaircit. Les premiers oiseaux du matin chantent dehors. Ma vie, autrefois un après-midi tardif, semble avoir une autre aube, pas éblouissante, mais chaude et vraie. Si cette histoire vous a touché, je veux sincèrement savoir à qui je m'adresse. Dites-moi d'où vous regardez. Chaque ligne que vous partagez, chaque commentaire est un battement de cœur reliant des personnes qui ont traversé l'obscurité. Qui sait, vos mots pourraient atteindre quelqu'un qui a besoin d'une seconde aurore dans sa vie. Et si vous estimez que ce voyage en vaut la peine, laissez un petit signe, un « j'aime », un abonnement, ou simplement un bonjour. Ce sont toutes des façons de me faire savoir que les histoires sur le courage, le pardon et les nouveaux départs sont encore entendues. Merci d'être resté jusqu'aux toutes dernières lignes. Votre présence, silencieuse et chaleureuse, est le plus grand cadeau pour une conteuse comme moi. Je me lève et j'éteins les lumières de la cuisine. Je ne laisse que la lumière du four allumée, une douce lueur comme une respiration. Un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.